Les yeux de Poirot firent le tour de la table. Tous les regards étaient fixés sur lui. Quelque chose se préparait. Quelque chose. J'ai mentionné, il y a peu, que 3 hommes avaient des alibis pour l'heure du crime. Il se trouve que 2 de ces alibis se sont avérés être faux. Je voyais à présent ma merveilleuse erreur. Le 3e alibi ne tenait pas la route, lui non plus. Non seulement le docteur Liner pouvait avoir commis le crime, mais en outre, j'étais convaincu qu'il l'avait fait. Il y eut un silence d'incompréhension, de stupéfaction. Le docteur Liner semblait perdu dans un monde très lointain. David Emmett, cependant, remuait mal à l'aise. « Monsieur Poirot, je vous ai dit que le docteur Liner n'avait jamais quitté le toit avant au moins 14h45. C'est la stricte vérité, je le jure solennellement. Et il lui aurait été parfaitement impossible de le faire sans que je ne le voie. » Poirot hocha la tête. « Oh, je vous crois. Le docteur Liner n'est pas descendu. C'est un fait incontestable. Mais ce que j'ai vu, ce que Miss Johnson a vu, c'est que le docteur Liner pouvait tuer sa femme du toit sans le quitter. Nous le dévisagions tous. « La fenêtre !» s'écria Poirot. « Sa fenêtre !» C'est ce dont je me suis rendu compte, tout comme Miss Johnson. Sa fenêtre, celle de Mrs. Liner, se trouvait directement en dessous, ne donnant non pas sur le côté de la cour, mais sur l'extérieur. Et le docteur Liner était seul là-haut, et ses lourds moulins à bras que formaient les pierres étaient prêts. C'était très facile. Il suffisait de prendre une chose en considération, que le meurtrier avait l'opportunité de déplacer le corps avant que quelqu'un d'autre le voie. Oh, c'est magnifique. D'une incroyable simplicité. Voici comment les choses se sont déroulées. Le docteur Liner était sur le toit, travaillant sur quelques poteries. Il vous a fait monter, Mr. Emmett, et pendant qu'il vous retenait en vous parlant, il a remarqué que, comme cela se passait habituellement, le jeune garçon avait profité de votre absence pour quitter son travail et sortir de la cour. Dès que vous êtes redescendu et que vous avez commencé à crier après le garçon, il a mis son plan à exécution. Il a sorti de sa poche le masque en pâte à modeler avec lequel il avait fait peur à sa femme lors d'une précédente occasion, et il l'a fait pendre par-dessus le bord du parapet jusqu'à ce qu'il tape contre la fenêtre de sa femme. Mrs. Liner était allongée sur son lit, à moitié endormie. Soudain, le masque a commencé à cogner contre la vitre. Mais ce n'était pas l'obscurité à ce moment-là. Il faisait grand jour. Il n'avait rien de terrifiant. Elle n'était pas effrayée, mais indignée. Elle a bondi hors de son lit, ouvert la fenêtre, passé la tête à travers les barreaux et tourné son visage vers le haut pour voir qui lui jouait ce mauvais tour. Le docteur Liner attendait. Il tenait dans ses mains, en équilibre et prêt, un lourd moulin à bras. En poussant un léger cri, entendu par Miss Johnson, Mrs. Liner s'est effondrée sur le tapis sous la fenêtre. Il y avait un trou dans ce moulin à travers lequel le docteur Liner avait auparavant passé une corde. Il n'avait alors plus qu'à tirer dessus et ramener le moulin à bras jusqu'à lui. Il l'a rangé, avec une tache de sang sur le côté, parmi d'autres objets identiques sur le toit. Puis il a continué son travail jusqu'à ce qu'il juge que le moment était venu de passer à la 2e phase. Il a descendu l'escalier, parlé à Mr. Emmett et à Miss Letteran, a traversé la cour et est entré dans la chambre de sa femme. Une fois à l'intérieur, il s'est précipité vers la fenêtre et ayant mis une paire de gants, il l'a refermée et verrouillée. Puis il a ramassé le corps de sa femme et l'a déposé entre le lit et la porte. Puis il a remarqué une légère tache sur le tapis près de la fenêtre. Il l'a échangée avec celui qui se trouvait devant la table de chevet. Si l'on remarquait la tache, elle serait liée à la table de chevet et non pas à la fenêtre. Puis il est sorti et a joué son rôle de mari fou de douleur. Et ça, j'imagine, ce ne fut pas difficile, car il aimait vraiment sa femme.
Mon bon ami, s'écria le docteur Riley avec impatience. S'il l'aimait, alors pourquoi l'a-t-il tué? Pour quelle raison? N'avez-vous rien à dire, Lina? Dites-lui qu'il est fou. Ce dernier ne bougea pas et demeura silencieux. Ne vous ai-je pas averti depuis le début qu'il s'agissait d'un crime passionnel? Reprit Poirot. Pourquoi son premier mari, Frédéric Bosne, menaçait-il de la tuer? Parce qu'il l'aimait. Et finalement, voyez-vous, il est allé jusqu'au bout. Réfléchissez. Le premier mariage de Mrs. Lyne, les lettres de menace, son deuxième mariage. Les lettres l'empêchaient d'épouser un autre homme, mais elles n'ont pas empêché son mariage avec le docteur Lyne. L'explication est très simple. Le docteur Lyne est en réalité Frédéric Bosne. Le jeune Frédéric Bosne aimait sa femme Louise passionnément. Elle l'a trahi. Il a été condamné à mort. Il s'est échappé. Il s'est retrouvé impliqué dans un accident de train, mais il a réussi à s'en sortir en usurpant l'identité d'un jeune archéologue suédois, Eric Lyne, dont le corps était affreusement défiguré et qui fut enterré de façon fort opportune en tant que Frédéric Bosne. Quelle fut l'attitude du nouvel Eric Lyne envers la femme qui souhaitait le voir mort? Tout d'abord, et c'est très important, il l'aimait toujours. Il se mit à travailler pour se construire sa nouvelle vie. Sa profession lui était agréable. Il a même très bien réussi. Mais il n'a jamais oublié l'amour de sa vie. Il était très déterminé. Elle ne devait appartenir à aucun autre homme. Chaque fois qu'il le jugea nécessaire, il envoya une lettre. Il imita certaines des particularités de l'écriture de sa femme jusqu'au cas où elle aurait l'idée de les apporter à la police. Les femmes qui s'envoient des lettres anonymes, ça arrive très souvent. Finalement, après plusieurs années, il a estimé que l'heure était venue. Il est entré à nouveau dans sa vie. Tout se passait bien. Sa femme n'imaginait pas une seule seconde sa vraie identité. C'était un homme reconnu. Et ainsi, pour la deuxième fois, elle consentit à l'épouser. Et aucune lettre n'arriva pour interdire les bans. Mais après ça, elle en reçut une autre. Pourquoi? Je crois que le docteur Lyne ne voulait rien laisser au hasard. Il souhaitait impressionner sa femme et lui montrer qu'Eric Lyne et Frédéric Bosne étaient deux personnes différentes. L'affaire plutôt puérile de l'empoisonnement au gaz s'ensuivit, orchestrée par le docteur Lyne, bien évidemment, avec le même but en tête. Après ça, il était inutile d'en envoyer d'autres. Il pouvait s'installer pour vivre une vie heureuse de couple marié. Puis, après presque 2 ans, les lettres ont recommencé. Pourquoi? Parce que la menace qui pesait sur elle a toujours été authentique. Si elle se donnait à un autre homme que lui, il la tuerait. Et c'est ce qu'elle a fait avec Richard Carey. Ayant tout découvert, avec sang-froid et avec calme, le docteur Lyne a préparé la scène du meurtre. Vous voyez maintenant le rôle important qu'a joué Miss Letteran. C'était vital qu'une professionnelle à qui l'on pouvait se fier soit capable d'affirmer de manière irréfutable que Mrs. Lyne était morte depuis 1 heure lorsque son corps fut découvert, c'est-à-dire qu'elle avait été tuée à un moment où tout le monde pouvait juger que son mari se trouvait sur le toit. Une autre chose qui trouve son explication, c'est l'état étrange de tension qui planait au-dessus de l'expédition cette année. C'était le docteur Lyne et non pas Mrs. Lyne qui était responsable de ce sentiment de malaise. Après tout, cet homme était un obsédé fanatique qui préparait un assassinat. Passons au second meurtre à présent, celui de Miss Johnson. En rangeant les papiers du docteur Lyne dans son bureau, elle a dû tomber sur l'un des brouillons non terminés d'une lettre anonyme. Le docteur Lyne terrorisait délibérément sa femme. Elle n'arrivait pas à le comprendre, mais cela l'a terriblement bouleversée. C'est dans cette humeur que Miss Letteran l'a découverte en train de pleurer. Je ne crois pas une seconde qu'elle soupçonnait que le docteur Lyne soit le meurtrier, mais mes expériences sur les cris menés dans la chambre de Mrs. Lyne et dans celle du père Lavigny
n'était pas passé inaperçu à ses yeux. Elle s'est rendue compte que si c'était bien le cri de Mrs. Lynde qu'elle avait entendu, la fenêtre dans sa chambre avait dû être ouverte, non pas fermée. Elle s'est mise à réfléchir, se frayant un chemin jusqu'à la vérité. Peut-être qu'elle a fait quelques remarques au sujet des lettres, et que le docteur Lynde a tout compris, et que son comportement a changé. Il se peut qu'elle ait vu qu'il avait peur tout à coup. Et puis un soir, tandis qu'elle était sur le toit et qu'elle pensait à tout ceci, elle a entrevu ce qui s'était passé. Mrs. Lynde avait été tuée d'ici, par la fenêtre ouverte. C'est à ce moment que Miss Letteran l'a trouvée, mais il ne fallait pas qu'elle puisse deviner toute l'horrible vérité. Miss Johnson a très vite dissimulé ses sentiments et fait une remarque suggérée par la vue du père Lavigny qui traversait la cour. Et le docteur Lynde, qui la regardait avec anxiété, s'est rendu compte qu'elle avait tout découvert. Elle n'était pas le genre de femme à lui cacher l'horreur qu'elle éprouvait. Cette nuit-là, il a remplacé son verre d'eau par un verre d'acide. On croirait ainsi qu'elle avait commis le premier meurtre et que, rongée par le remords, elle avait décidé d'en finir. Alors il a pris le moulin à bras sur le toit et l'a placé sous son lit. Et ainsi, tout s'explique, tout revient à sa place. Mais il n'y a aucune preuve. Personne ne parla. Nous étions envahis par un sentiment d'horreur, oui, et de pitié également. Le docteur Lynde n'avait ni bougé ni dit un seul mot. Il était assis tel que lorsque Poirot avait pris la parole. C'était un vieil homme usé. Finalement, il remua légèrement et regarda le détective de ses yeux doux et fatigués. Non, il n'y a aucune preuve. Mais ça n'a pas d'importance. Vous saviez que je ne nierais pas la vérité. Je crois, vraiment, que je suis heureux d'être allé jusqu'au bout. J'aimais Louise et je l'ai tuée. Si vous l'aviez connue, vous auriez compris. Mais je pense que vous comprenez quand même. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Ils ont attrapé le père Lavigny et l'autre homme juste au moment où ils embarquaient à bord d'un paquebot à Beyrouth. Sheila Riley a épousé le jeune Emmett. Je crois qu'il fera un bon mari. Ce n'est pas une chiffre molle, il saura la remettre à sa place. Le docteur Riley me rend habituellement visite lorsqu'il vient en Angleterre, et comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a conduit à rédiger ceci. À prendre ou à laisser, lui ai-je dit en lui tendant mon manuscrit. Je sais que la grammaire n'est pas bonne et que ce n'est pas très bien écrit, mais voilà. Mais comment arrête-t-on d'écrire ? Si je pouvais seulement trouver une phrase vraiment bonne pour conclure, il faut que je demande une expression arabe au docteur Riley, comme celle que M. Poirot a utilisée. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant. Quelque chose de ce genre.